Hello Maxime, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le digital, le lancement de tes activités multiples et tes futurs projets aussi. Bah ouais, salut Alexandre, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Oui, Je on l'explique pas souvent dans le podcast, mais on était ensemble à l'école et bah, c'est un c'est ça. plaisir, ouais, ouais, avec plaisir pour répondre à toutes tes questions et si ça peut aider ta communauté, grave. Et ben alors, on commence. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours un peu école et comment tu as lancé tes premières structures, tes premières activités et entreprises? Yes, bah, moi je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 25 ans. J'ai actuellement j'ai cofondé et je dirige une société qui s'appelle The Secret Company, dont on aura l'occasion de parler, qui est en fait un startup studio. On crée des startups. Mais comment j'ai démarré? Alors j'ai fait un bac ES. J'étais pas très assidu en cours. C'était toujours le strict minimum, tu vois, pour arriver à passer à l'étape supérieure et avoir mon bac et après, alors j'ai eu beaucoup de chance. Je venais d'un lycée où globalement, si tu dis pas que tu veux faire une classe préparatoire, on s'occupe pas trop de toi et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a obligés à aller à un amphithéâtre d'orientation étudiante et la personne qui présentait a présenté un camembert qui était coupé en 4. Elle a présenté, 3 quarts du camembert et pas le dernier quart et moi j'étais un peu frustré de ça. Je fais: «Tiens, c'est bizarre, qu'elle élude complètement, cette partie-là» et sur ce quart de camembert, il y avait, marqué BTS IUT. Visiblement mon lycée ne voulait pas trop nous en parler. Donc moi j'ai pris sur Google et j'ai été littéralement taper BTS, j'ai vu que non, ça me plaisait pas trop. Par contre, IUT, j'ai vu que ouais, c'était pile ce qu'il me fallait. J'avais pas l'argent pour faire une école de commerce. Je savais qu'en prépa, j'allais me vautrer parce que j'étais nul en maths et que j'étais pas du tout assez assidu, et assez bon élève. Heu, mais j'avais envie de garder des matières assez théoriques comme, tu vois, les mathématiques, enfin des matières généralistes et à la fois avoir un enseignement professionnalisant. Donc, pour le coup, ce que je pensais être fait pour moi, du marketing, du commerce et donc j'ai découvert l'IUT Paris Descartes. C'est le seul vœu que j'ai mis sur, la plateforme où on faisait nos vœux à l'époque, qui s'appelait APB, maintenant je crois que c'est Parcoursup et je Ouais, me c'est suis ça. retrouvé à l'IUT Paris Descartes et ça a plutôt changé ma vie, hein, la première année, on a beaucoup fait la fête, mais beaucoup travaillé et en fait, je me suis retrouvé un peu par hasard. Je me suis retrouvé président de l'association étudiante qui organisait les soirées, donc le BDE et ça a été un peu la première aventure entrepreneuriale. On était une petite équipe, une équipe de 8 à organiser des événements pour, 2 000 personnes quand même. On était enfin, l'IUT Paris Descartes, c'était constitué de 2 000 personnes. On organisait beaucoup de grosses soirées à Paris, des voyages, des week-ends d'inté, des voyages de ski et cetera. Donc, alors moi, j'ai fait ça à la base pour faire la fête et il s'est trouvé que je passais beaucoup plus de temps à travailler la nuit et sur les événements à faire la logistique, l'orga et cetera. Mais bon, in fine, ça m'a un peu donné le goût de l'entrepreneuriat et à la suite de ça, j'ai, continué une dernière année, Mmh, heu, en dans une licence professionnelle, donc en alternance en marketing digital et c'est là où c'est ça. on s'est rencontrés Ouais. et heu et heu et à ce moment-là, j'ai a après 1 an dans cette licence en alternance, j'ai décidé d'arrêter mes études pour lancer une, boîte qu'on a totalement plantée. Je sais pas si tu te souviens, ça s'appelait, Oui, Millions je me souviens. d'économies. Ça partait d'un bon sentiment, on voulait aider les jeunes à trouver du taf, mais on a fait toutes les erreurs entrepreneuriales, je pense, qu'il est possible de faire. Ça a été une bonne école pendant 1 an, ouais, 11 mois exactement et donc on a planté cette boîte au bout d'1 an. Et Là qu'est-ce que vous avez fait comme erreur du coup, de ce que tu dis? Parce qu'on peut apprendre de ces erreurs-là. Ouais, grave. Déjà, on avait, un positionnement qui était mauvais et qui est souvent une erreur assez classique des jeunes entrepreneurs, en tout cas ceux qui démarrent un premier projet, c'est d'avoir un positionnement et un scope beaucoup trop large. On voulait faire tout et du coup, on faisait rien. On voulait aider les jeunes à la fois à trouver des petits jobs, des missions freelance, des contrats d'alternance, des stages, des CDI. Bref, c'était beaucoup trop large. On aurait dû se Mmh. concentrer sur un type de contrat. De l'autre, on ciblait les 18-25 ans, mais ça veut pas dire grand-chose. Soit tu cibles les étudiants, soit tu signes les jeunes diplômés, soit tu signes les gens qui Mmh. ont plus de 30 ans et qui ont déjà une carrière qui commence à s'installer. Bref, il y avait un problème là-dessus. Aussi, au niveau de l'association, on était 4, donc ça va, être 2-3-4, c'est plutôt pas mal, c'est une équipe assez complète. Maintenant, on était que des profils commerciaux et Mmh. or on voulait bâtir une plateforme, une app, un produit purement tech et on n'avait pas de CTO dans l'équipe, on n'avait pas de développeur, on n'avait pas Mmh. d'ingénieur et donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est que comme on n'avait pas d'argent, on a fait tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire on a passé beaucoup de temps à faire des concours de start-up
pour gagner des sommes dérisoires. On était assez bon en communication et on présentait bien, donc on gagnait 5 000, 10 000 euros. Mmh. Sauf que c'est pas beaucoup d'argent, quoi. Vaut mieux satisfaire des clients et en gagner beaucoup plus, parce que 5 000 ou 10 000 euros, ça part très très vite. Et ce qui a fait que du coup, avec cet argent, on a trouvé un freelance développeur web qu'on a mal payé. Et forcément, comme on l'a mal payé, il a délivré la plateforme avec 6 mois de retard. Et au bout de 6 mois, il est arrivé ce qu'il arrive à tout le monde qui fait un lancement, c'est-à-dire que ça ne marche jamais. C'est-à-dire que tu lances, tu appuies sur un bouton et il y a un pic de trafic et le lendemain, il n'y a plus personne. Et toi, tu te demandes, mais pourquoi il n'y a plus personne? Et du coup, on a interrogé tous les utilisateurs et qui nous ont fait comprendre qu'en gros, c'était pas du tout le produit auquel ils s'attendaient, qu'il y avait plein de frictions, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, etc. Mais sauf qu'on n'avait plus d'argent pour itérer sur le produit et opérer les changements demandés par les utilisateurs. Ce qui fait qu'en fait, on s'est tourné un peu les pouces pendant 6 mois et on a arrêté au bout de 11 mois. Mais tu vois, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, pas trouver de clients, enfin, pas aller chercher de clients les 48 premières heures, pas avoir d'ingénieurs dans l'équipe, alors que c'était un de nos facteurs clés de réussite de ce projet-là, qui était un projet purement tech. Mmh. Dans l'association, il y en avait 2 qui étaient à plein temps, 2 qui continuaient leurs études. Donc ça fonctionne pas quand il y a un tel désalignement d'intensité. Ouais, je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. On les a Ouais. accumulés quand même. C'est pas mal, mais au final, vous avez su, vous dire: «OK», enfin vous remettre en question assez rapidement en vous disant: «OK, bon là on a fait de la merde, enfin on arrête quoi». Parce qu'il y en a, ils vont s'enfoncer pendant beaucoup plus longtemps en se disant: «Bon bah non, on réitère, on recommence un lancement, on refait le lancement sur le même produit», alors que les gens ont déjà dit non et en fait ça marchera pas forcément de recommencer alors que, enfin déjà vous aviez pas les moyens et puis en plus de ça, voilà, si tu en avais, 2 qui étaient pas à plein temps, qui étaient concentrés sur d'autres choses et cetera, comme tu dis, en effet, ça c'était difficile pour vous, à mon avis, en interne. Mais c'est bien, vous avez su rebondir et vous avez surtout appris de vos erreurs pour, que enfin, ça t'a pas démotivé à lancer d'autres boîtes, la preuve. Bah, alors, dans un premier temps, un peu si, puis, Ouais, c'est non, mais normal. ouais, mais très simplement, tu vois, je pense qu'on peut voir l'entrepreneuriat un peu comme une table de poker. Si on avait eu un ingénieur dans l'équipe et qu'on se sentait les ressources, l'énergie, l'envie d'itérer, de pivoter et cetera, on l'aurait fait. Là, pour le coup, on s'est regardé à la table de poker, on avait une mauvaise main, il y avait pas moyen de changer les cartes. On s'est dit: «Bon, bah, on arrête, on n'était pas les bonnes personnes, c'était pas le bon moment, pas les bonnes personnes, on n'a pas été assez bons». À côté, il y avait des gros acteurs qui étaient, plus intelligents, plus précis, qui levaient beaucoup plus d'argent, donc on a préféré arrêter effectivement. Et moi, à ce moment-là, quand même un peu déprimé. Donc, je faisais pas grand-chose de mes journées. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que, pour la petite histoire, quand j'étais étudiant et que j'avais terminé, le BDE, en fait, quand j'étais en troisième année, donc en licence en alternance, j'ai monté un site de mon expérience au bureau des étudiants. En fait, j'avais remarqué que trouver des lieux événementiels, des salles pour faire des soirées, c'était assez facile. Trouver des traiteurs, c'était assez facile pour restaurer les gens, les faire manger sur les événements. Maintenant, moi, j'avais un truc qui m'obsédait, c'était, animer les événements. C'est-à-dire que je voulais que toutes les heures, il se passe des choses, que la soirée soit relancée, l'ambiance soit relancée. Donc je voulais, tu vois, j'avais sourcé, beaucoup de prestataires. Donc il y avait des danseurs de break dance, il y avait des châteaux gonflables, il y avait des magiciens, il y avait des DJ. C'était vraiment un truc qui m'obsédait. Et en fait, j'avais remarqué que c'était super difficile à trouver des bons prestataires sur, heu, sur ce sujet-là. Et moi, je m'étais créé un petit Excel, et j'avais été aidé parce qu'en parallèle pour financer mes soirées, je travaillais en tant que barman et commis, dans les boîtes de nuit parisiennes. Donc, concrètement, je dépensais de l'argent le vendredi en soirée et je me renflouais le samedi en bossant en boîte la nuit. Et en fait, à faire ça pendant 2 ans, j'ai rencontré, bah, tous les prestataires, les magiciens, les photographes, les DJ, les danseurs et cetera. Et donc c'était tous plus ou moins mes potes et en fait, je les avais dans mon répertoire, dans mon téléphone. Et quand on était en troisième année ensemble, je m'étais dit: «Tiens, il y a pas de catalogue en ligne, il y a pas d'agence, je vais créer un site qui s'appelait», j'étais très content d'avoir shotgun, le nom de domaine, animationévénement.com. Et littéralement, voilà, c'était une agence qui proposait de booker des artistes, des prestataires, des intermittents du spectacle. Ça n'avait pas marché parce que j'étais un très mauvais commercial à l'époque, ce qui faisait que quand j'essayais de vendre ces prestations d'intermittent du spectacle, moi je bégayais au téléphone, bref, c'était un enfer et ça marchait pas du tout. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand on a planté Young Economy, je me suis rappelé que j'avais oublié de débrancher ce site web-là et je me suis dit: «Tiens, D'accord. qu'est-ce qu'il est devenu?» J'ai littéralement été sur Google, j'ai tapé animation espace événement
Et là, j'ai remarqué qu'il se passait un truc, qui n'était pas le cas avant et il se passait un truc intéressant. C'est que le site remontait à chaque fois en premier dans Google. Si, D'accord. tu tapais, réservé troupe de breakdance, on était premier, château gonflable, on était premier, DJ pareil. Donc je me suis dit: «Waouh, là, il doit y avoir des grosses entreprises qui font des demandes de devis». Donc j'ai bien fait de pas débrancher ce site, j'avais complètement oublié et je m'y suis branché et j'ai vu qu'effectivement c'était le cas. Heu, il y avait des grosses entreprises avec du budget qui voulaient signer rapidement, qui faisaient des demandes de devis. Mmh. Et le seul problème, c'est que je savais pas comment les traiter parce que si je les appelais, je savais très bien que j'allais bégayer. À l'époque, j'étais hyper Mmh. complexé au fait de faire de la marge, de gagner ma vie, en fait, tout simplement. Et j'ai eu encore une fois de la chance, c'est que j'ai mangé avec un pote le soir même qui m'a dit: «Mais Max, depuis le temps que tu nous saoules avec, les startups, Airbnb, Twitter, pourquoi tu fais pas comme Airbnb? Mets les gens en relation, tu appelles tes prestataires, toi c'est tes potes, eux ils savent vendre leurs produits, c'est leur cœur de C'est métier clair. et tu leur dis: «Renvoie-moi une commission». Et donc c'est tout bêtement ce que j'ai fait et ça a Bah, super ouais. bien marché. Et voilà et en fait, j'ai Donc tu fait étais la plateforme de mise en relation entre l'entreprise et ton prestataire, ouais, en exactement gros? et ça OK. ouais, ouais, c'était exactement notre métier, c'était une marketplace, et donc j'ai passé 1 an à faire switcher ce site qui était un site d'agence à une vraie marketplace. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, je me suis dit: «Bon, allez, allons prendre d'autres segments de marché» et je l'ai dupliqué sur d'autres verticales qui sont la location de salles, les traiteurs et les Mmh. food trucks. Donc j'ai créé des sites qui s'appellent, OK, une salle à c'est ça. Paris.com, traiteurparisien.com, 1001foodtruck.com. J'ai fait Mmh. ça pendant, 2 ans. Alors j'étais seul parce que évidemment, personne ne voulait, auc vu que j'avais planté sur l'économie avant, il y avait peu de mes potes qui étaient chauds pour me suivre dans une nouvelle aventure. Mince. Je comprends et donc j'ai fait ça tout seul. C'était intense, mais à l'époque, je manquais tellement d'argent que j'étais obligé de réussir. Donc je travaillais beaucoup et j'étais, disons, commercialement agressif. J'avais envie de gagner de l'argent. J'avais plus peur de ça, et au bout de 2 ans, on était quand même, on prenait une certaine place sur le marché, j'ai eu de la chance, j'étais approché par des repreneurs qui ont racheté, ces sites-là. Mmh. Et à ce même moment, j'ai rencontré donc, un accélérateur de start-up assez connu en Europe qui s'appelle The Family, qui Mmh. m'ont proposé de les rejoindre. Donc c'était une transition parfaite, et j'y ai travaillé pendant, 2 ans. J'ai fait des trucs très divers là-bas. Globalement, je m'occupais d'aider, les étudiants, qui voulaient lancer leur start-up. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et donc j'ai quitté The Family en janvier, 2019 et on a Mmh. décidé de monter ensemble un startup studio qui s'appelle The Secret Company. Et donc on a un métier, assez simple, c'est-à-dire de trouver des idées de start-up, les tester sur le marché, essayer de les faire décoller, avoir ce qu'on appelle le product market fit, la rencontre entre le produit et le marché, et de l'attraction, c'est-à-dire un bouche à oreille naturel qui se crée parce que les gens kiffent le service ou le produit et derrière, être un peu submergé par les demandes. C'est notre métier et une fois qu'on a validé ça, on trouve des cofondateurs, des gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour reprendre ces projets et on les accompagne sur 12 mois. On est vraiment un tremplin, en fait. On est un tremplin, OK. à start-up. Un incubateur de start-up limite. Ouais, alors le métier d'incubateur, c'est plus de vendre des c'est plus un métier d'immobilier. C'est vendre des desks, des places de bureaux D'accord, OK. à des entrepreneurs. Nous, pour le coup, on prend des parts dans les sociétés qu'on co-crée OK. avec ces entrepreneurs. Donc Mais on a les incubateurs de start-up dans les écoles, ils vendent pas des places? non, mais Si? c'est parce que non, Non? ils sont C'est le gratuits, en même fait. principe? C'est Ouais. financé par les écoles, c'est un peu différent. C'est disons c'est des pôles que les écoles créent pour être un peu plus sexy Mmh. aux yeux des étudiants. OK. On dira pas à voix haute, même si on espère que l'épisode sera beaucoup écouté. Donc du coup, The Family, le fondateur, a accepté de, collaborer avec toi pour, créer, The Secret Company, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est une filiale de The Family, qui ont D'accord, OK. un métier différent. Ça fait, 8 ans qu'ils font ça. C'est vraiment un accélérateur de start-up. C'est un programme sur 6 semaines où ils accompagnent des D'accord. start-up partout dans le monde pour les accélérer sur 6 semaines. Nous, on a un métier différent. C'est pour ça qu'on est une filiale de Family. Mmh. C'est un métier assez similaire, mais différent au sens où, c'est nos idées de start-up, c'est nous qui Oui. lançons le projet et on en est vraiment les cofondateurs, les mains dans le cambouis pendant 12 mois. D'accord. The Family, ils aident des startups qui se sont déjà lancées, mais qui ont besoin d'un coup de boost, Ouais. c'est ça?
ou qui viennent à peine de démarrer et toi, tu trouves les sujets, qui peuvent marcher, les lancements possibles ouais, et tu cherches des gens qui veulent être, le fondateur de cette, start-up, quoi. ouais, c'est exactement. Après, il y a aussi des gens qui viennent nous voir, C'est heu, ça, c'est ce qu'on disait en off, c'est qu'il y a aussi des gens qui viennent te voir avec des idées ou soit des idées, soit pas d'idées. Nous, très souvent, là, on est très bons aussi et c'est pour ça qu'on s'appelle The Secret Company. C'est notre métier, c'est aussi de trouver un peu la secret sauce, du succès des gens. C'est-à-dire on a un rôle un peu de conseiller d'orientation, un peu nouvelle génération où des gens viennent nous voir, nous disent: «OK, on trouve très cool ce que vous faites. On a vu, telle boîte passer que vous avez lancée. Moi là, j'ai été employé, j'étais en CDI pendant X années ou alors je sors de mes études. J'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai pas d'idée» et en fait, nous, on passe un temps, disons bénévole à juste parler avec ces gens, les écouter, essayer de comprendre leur vie, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur passion, c'est quoi leur parcours, est-ce qu'ils ont un accès privilégié dans une industrie, un marché ou un secteur, et cetera et en fait, de tout cet échange, on est devenu pas mauvais à orienter les gens et leur dire, à pu mettre le doigt un peu sur des choses rares que ces gens ont. C'est des passions, des compétences, des accès et cetera et on met le doigt là-dessus, on leur dit: «Tu sais, ça, c'est rare. Toi, tu te rends pas compte parce que c'est ton quotidien, ouais. mais nous, on te le dit, tu pourrais faire une boîte avec cette compétence, cet accès à ce marché ou cette passion» et après si ça les branche, on monte un truc ensemble, en lien. On trouve, en fait, une idée de business, une idée de start-up en lien avec ça, avec leur vie, en fait. On essaye de les aider à trouver leur projet de vie, en fait. D'accord, et globalement, si tu peux nous réexpliquer, à nos auditeurs, comment vous vous rémunérez? Ouais, bah, Si très c'est pas simplement, trop, on prend une prise de participation au capital des sociétés qu'on co-crée. mmh mh. Heu Voilà, très simplement, on ressemble beaucoup plus en réalité à un fonds d'investissement dans la forme, dans la structure, qu'à un incubateur ou un accélérateur. C'est un modèle hybride qui est assez peu connu, il y en a assez peu dans le monde. Je sais pas, il doit y avoir, peut-être une cinquantaine de startup studios dans le monde et enfin, le mot startup studio décrit bien l'activité. C'est un studio qui crée des startups et comme c'est un cofondateur à part entière, il prend, des parts dans les sociétés qu'il crée. OK, donc du coup, start-up studio spécialisé, enfin spécialement français, mais vous accueillez des personnes qui viennent du monde entier pour Ouais, créer leur start-up? tout à fait. Nous, Ouais. on est depuis le tout début, on a voulu être remote. On croit beaucoup en le remote et même avant le Covid. Donc nous, ça nous a plutôt, aidé, ce qui s'est passé, cette année malheureusement. Et on croit aussi particulièrement, les boîtes qu'on crée, on essaye de les pousser à être au maximum, remote et autofinancées. Mmh. C'est-à-dire qu'on croit en des entreprises, en tout cas, on pense que les géants de demain n'auront pas de bureau. Ce sera des sociétés vraiment décentralisées. Mmh. On y croit parce qu'on pense que ça attire pas du tout les mêmes talents et c'est pas des gens qui sont là pour, disons, heu, les collègues ou, enfin, ils sont aussi là pour les collègues, la machine à café, la vie, mais c'est des gens très indépendants en général, qui ont tous une âme entrepreneuriale et on croit beaucoup en le remote pour ça, pour le changement de paradigme, le changement de culture que ça opère dans les entreprises et on croit aussi à l'autofinancement. On n'est pas contre la levée de fonds, mais on pense qu'on est, c'est beaucoup plus cool d'être indépendant, beaucoup plus légendaire et que plus on peut l'être longtemps, mieux c'est et on est beaucoup plus créatif quand on manque d'argent. Maintenant si les startups qu'on accompagne, tu vois, certaines là sont en train de lever des fonds, on n'est pas du tout contre, on essaye juste de les pousser à lever le plus tard possible et donc aux valorisations les plus élevées possibles aussi. Mmh. Donc de pas dépendre des autres pour lancer leur business, en fait? Bah, en tout cas, on essaye de leur, alors nous on Bon, comprend ils aussi. sont dépendants de vous un petit peu quand même, mais Ouais, non, mais on n'est pas contre la dépendance, hein. Nous, on pense que, tu vois, comme je te disais, l'entrepreneuriat, c'est un peu une table de poker. Si tu penses que tu as plus de chances de gagner à la table avec The Secret Company avec toi, let's go, contacte-nous et on va discuter. Mais en tous les cas, sur la partie levée de fonds, on pense que plus elle est retardée, plus on est créatif longtemps et plus, il se passe des choses intéressantes. d'accord, et du coup, vous êtes combien chez The Secret Company? Alors actuellement, on est 5 et avec The Family qui est un des associés et on est Mmh. 4 autres partenaires, qui bossent dans The Family avec tous des spécialités très différentes. Donc moi, D'accord. j'en suis CEO et après les 3 autres partenaires qui sont, Pierre, Julien et Adam, qui ont tous des spécificités. Pierre plus sur la partie, tech, Mmh. Julien sur la partie grosse et Adam plus sur la partie, SEO. D'accord. OK. Et donc, The Family, lui, il vous
il vous incube entre guillemets dans sa boîte ou, lui, il a vraiment un rôle, à proprement parler dans The Secret Company pardon et il s'occupe, à côté aussi de sa boîte à lui? Non, non, The Family, ils ont leur activité, nous, on est Mmh. plus, on est vraiment une filiale et nos activités faisaient sens. Moi, j'y ai bossé 2 ans déjà et j'y ai passé 2 ans incroyables. Ça a été une école incroyable et une aventure humaine aussi incroyable. Ça faisait sens parce qu'eux, ça fait 8 ans qu'ils font ce métier-là. L'accompagnement d'entrepreneurs, ils ont un gros réseau d'investisseurs, et en fait, tout simplement, ça faisait sens que pour le coup, ils soient associés dans The Secret Company, c'était comme Mmh. une table de poker, hein, c'était une très bonne carte dans les mains de The Secret Company. OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous vous êtes fait connaître, au départ, quand vous avez lancé, votre Secret Company et comment ça se passe tous les jours? Tu disais que tu étais, pas, top en commercial, maintenant tu as l'air de te sentir un peu plus à l'aise. Comment vous faites pour, trouver des personnes qui ont envie de lancer des boîtes, sur des sujets que vous trouvez et cetera? Alors, bah, nous, par essence, on s'appelle The Secret Company, donc on n'a pas spécialement besoin d'être très connus. Mmh. Maintenant, moi, j'ai toujours écrit des articles de blog, certains qui ont pas mal marché. J'ai toujours fait des vidéos, des conférences, des podcasts, parce qu'on m'y invitait. Donc ça, évidemment, ça nous a créé un peu de notoriété et on a eu un peu de visibilité comme ça, les gens qui sont venus, toquer à la porte pour discuter. Maintenant, la réalité, c'est qu'on n'a pas spécialement besoin d'être connus. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être concentrés sur, notre cœur d'activité qui est de créer des entreprises et pour ça, on doit juste, être créatif, chercher des idées de business qui nous excitent et des marchés ou des niches dans lesquelles on croit, des problématiques auxquelles on veut s'attaquer, qu'on doit tester assez régulièrement et après, tu vois, les premiers cofondateurs qu'on a trouvés, aujourd'hui, on accompagne, 12 sociétés, Mmh. enfin, on a co-créé 12 sociétés. Ça fait 12 mois qu'on se joue à ce jeu-là. Ouais, pour le coup, on n'a pas spécialement besoin d'être connu, mais moi, quand il a fallu trouver des cofondateurs à chaque projet, C'est ça. j'ai été voir dans mon cercle premier, c'est-à-dire, mes amis, les amis de mes amis, les gens que je rencontrais en OK. soirée, des gens que je rencontre parfois par hasard aussi, il faut le dire. Le hasard, faut miser sur sa chance, mais on allait vraiment voir notre premier cercle entre guillemets. D'accord et ces gens, ils vous disaient: «OK, let's go, ton projet il m'intéresse, on y va». Ouais, alors c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que, les gens comprennent pas vraiment notre métier, souvent. En plus, on s'appelle The Secret Company, donc on tient à garder Vous en parlez pas trop? non, mais on tient à garder une petite part de secret. Je pense qu'il y a des secrets qu'on a compris, mais on pourrait les partager et je suis pas sûr que les gens, arrivent à les assimiler parce que c'est de l'apprentissage par l'action et on est devenu un peu intime avec ce sujet, bah, du startup studio et encore ça fait que Mmh. 12 mois qu'on fait ça. Mais on n'a pas de programme processisé. L'accompagnement D'accord. entrepreneurial, ça doit être personnalisé. Chaque personne est différente, chaque aventure est différente. Donc, c'est pour ça qu'on fait plein de choses. Tu vois, c'est pour ça que j'accepte aussi, de ton invitation sur ce podcast. Bon, déjà, je trouve ça cool qu'on puisse discuter après tout ce temps, mais, Mmh. on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui nous écoute et qui nous enverra un message. Mais il y a pas de process écrit. Parfois, des gens viennent nous voir avec, une envie, une problématique, une idée. Parfois, juste, ils sont perdus et ils veulent qu'on les aide à s'orienter. Parfois, on a des idées et le hasard fait qu'en soirée, je te donne un exemple, on travaillait sur un projet, qu'on croit d'avenir, qui est des compléments alimentaires pour les chiens. Mmh. Il s'est trouvé que Marion, ma meilleure amie, au même moment, son chien venait d'être opéré, Mmh. est revenu de l'opération hyper affaibli avec le moral en berne. Elle voulait grave lancer sa boîte. Je lui ai parlé de ce projet-là, ça faisait hyper sens. Elle ressentait profondément le problème, elle avait envie de le résoudre. Donc et moi, c'était ma meilleure amie, je croyais en elle, je la trouve brillante, tu vois? Ça s'est fait assez naturellement, en fait donc il Mmh. faut aussi miser sur sa chance, je pense. Complètement et puis en plus, d'après ce que j'ai cru comprendre, les sujets sont vraiment hyper variés. Donc là, tu parles de compléments alimentaires pour chiens, mais les autres boîtes que vous avez, créées, tu peux nous en parler un petit peu, les thèmes global? Ouais, ouais, c'est très, très varié. Alors on n'a pas de sujet précis. Nous, on croit vraiment en la sérendipité, du savoir et on a envie de s'amuser avec, plein de business models différents, plein de marchés différents et heu, en fait, on se rend compte qu'en lançant à la fois des applications mobiles, des logiciels, des marketplaces, des produits, comme des compléments alimentaires, des choses aussi diverses que ça, en fait, il y a une sorte de sérendipité productive qui se crée, qui fait que parfois, on va tester des techniques d'acquisition qui sont propres, par exemple, au B2C. On va les tester en B2B et alors pas tout le temps, mais parfois ça donne des miracles auxquels, personne ou peu de gens ont pensé.
Et on tient beaucoup à garder disons, ce qu'on trouve être un peu de la magie, quoi. Par exemple, je peux donner quelques exemples. On a lancé un studio qui crée des applications, des jeux mobiles qui s'appellent Mmh. Viz Games, qui ont lancé une application pendant le premier confinement qui s'appelle Vacarme, Vakarm. D'accord. Il a dépassé le 1,5 million de téléchargements, heu, OK. qui est en train de se lancer aux États-Unis et partout dans le monde. On a lancé une agence qui s'occupe, du référencement naturel des entreprises dans Google, donc du SEO, qui s'appelle SEO D'accord. Secret. Hem, on a lancé, on a co-créé ce qu'on appelle un SaaS, un software as a service. C'est un logiciel Mmh. d'aide à la prise de décision marketing pour choisir des influenceurs qui s'appelle influspy.com. D'accord. On a lancé, on a co-créé un lubrifiant éco-responsable et made in France qui s'appelle MyLuby. Voilà, là, il y a Flouf en ce moment. On a co-créé un studio d'applications Shopify qui s'appelle Wide. Donc, c'est des applications pour les e-commerçants, pour les aider à vendre plus et D'accord. mieux. Voilà, on lance des choses très, très diverses. On fonctionne au kiff, en fait. Mmh. Les gens nous demandent souvent pourquoi vous n'êtes pas concentré que sur des logiciels. Une cible ou ouais. Mais en fait, je pense que c'est une bonne thèse d'être, et ce serait une bonne chose d'être focus. Maintenant, nous, on prend le parti, du chaos. On aime le chaos, on pense qu'il faut être à l'aise là-dedans, que ça crée le chaos crée plein, plein de belles choses et surtout on a envie de s'amuser et l'amusement, enfin, en tout cas chez Secret Company, ça passe par, heu, traiter tous les jours des sujets très, très divers. D'accord. C'est vraiment hyper intéressant, et j'avais une question et j'ai oublié. Hem Mais oui, si, tu nous l'as un petit peu, déjà dit dans ce que tu viens de dire, mais en gros, est-ce que tu peux faire là à 11, enfin à 1 an de lancement quasiment de The Secret Company, un petit, remake de, comment ça se passe les boîtes que vous avez lancées? Tu es plutôt globalement content ou est-ce que pour l'instant tu as pas encore, des résultats? Peut-être que sur les dernières, tu as pas vraiment de résultats, mais c'est les toutes premières que vous avez lancées, tu as dit, l'application ou le jeu, qui, maintenant est connu quasiment partout dans le monde. Globalement, c'est assez positif les résultats que vous avez avec les boîtes que vous avez lancées? Ouais, ouais, on a fait honnêtement une très belle première année. Maintenant une boîte, ça se construit, en tout cas, ça se consolide sur, 3, 4 à 5 ans. Donc que ce Mmh. soit nous comme les sociétés qu'on a créées, il y a encore beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de challenges, il peut se passer plein de choses. On a un métier d'intensité où faut jamais baisser la garde. Heu, mais non, non, on a fait une très belle première année, ouais, ouais. On a fait, une très belle campagne de crowdfunding avec MyLuby. On a fait, c'est ce jeu mobile Vacarme, qui a explosé. SEO Secret se porte très bien. Là, on a des super projets, dans le pipe, qui sont en train de sortir. Non, non, on a fait une très belle première année. Maintenant, le jeu, ça va être de garder, cette intensité, et cette chance, les 3, 4, 5 premières prochaines années, clairement. Et du coup, vous continuez à accompagner ces boîtes, pendant toute la durée de leur vie, en fait? Comment ça se passe? Alors nous, on a un accompagnement qui est opérationnel pendant 12 mois, c'est-à-dire qu'on a un vrai cofondateur, pendant 12 mois. On met Mmh. les mains dans le cambouis, on fait de la vente, on fait du marketing, on met les mains dans le produit et cetera. On est vraiment un tremplin et on tient à ce qu'au bout de alors ça varie en fonction des projets, hein. S'il faut que ça dure, certains au bout de 10 mois, c'est des sociétés indépendantes, qui ont beaucoup moins besoin de nous et qui ont besoin aussi de créer leur propre culture entreprise. Nous, c'est pour Mmh. ça aussi qu'on est un programme de 12 mois, c'est que les sociétés ont besoin de créer leur propre culture entreprise. C'est pas sain et pérenne si, elles restent, au sein de Secret Company, plus de 12 mois et donc non, non, tous les 12 mois, on essaie d'en relancer, à peu près 5, 5 à D'accord. et ouais, ouais, alors là, pour le coup, donc là, on a beaucoup de batchs qui sont en train de se terminer et Mmh. de toute façon, on reste toujours, même si c'est pas un accompagnement opérationnel, on a un accompagnement stratégique, sur le long terme et ad vitam aeternam. On est associé D'accord. à tous ces projets-là, on est incentive à leur réussite. S'il faut ne pas dormir la nuit et faire en sorte de sauver les boîtes ou de leur faciliter la vie, même des petites choses, hein, leur présenter du monde, les aider à lever des fonds et cetera. Mmh. On continue en réalité après les 12 mois, évidemment. D'accord, donc l'accompagnement, il est enfin voilà, toute la vie de l'entreprise, mais par contre, vous avez un vrai accompagnement, cofondateur, pendant 12 mois, quoi, Complètement, exactement, c'est si ça. j'ai bien compris. Et du coup, oui, j'avais une autre question, mais du coup, peut-être que tu pourras pas répondre. Est-ce que tu peux nous parler des futurs projets ou pas du tout? Ou c'est confidentiel encore? Si, si, bon, on peut carrément en parler.
Alors on vient de lancer une agence qui alors on crée pas que des startups, ça c'est un point Mmh. important. Nous, on préfère réfléchir au démarrage comme projet, c'est-à-dire qu'on a des idées de business, on a des idées, des problématiques auxquelles on veut s'attaquer. Et en fait, parfois, les solutions qu'on trouve sont pas des boîtes de produits. Une startup, c'est une boîte de produits, c'est une application, c'est un produit physique, c'est une plateforme. Parfois, on crée des boîtes de services, on crée des agences. D'accord. Donc, en fait, ça dépend beaucoup aussi des cofondateurs qu'on va trouver. Certains ont plus d'affinité avec les boîtes de services que les boîtes de produits, ou inversement. Et certains aussi ont l'ambition de créer, disons, des boîtes, disons, de taille raisonnable, en tout cas parfois des petites et moyennes entreprises, là où d'autres veulent créer des startups hyper ambitieuses, gigantesques. Et il y a des divergences d'ambition, et il y a aussi des ambitions qui se nourrissent dans le temps. Nous, on est hyper à l'aise avec ça. On essaie toujours de pousser les entrepreneurs à être de plus en plus ambitieux. Mais parfois, les idées les moins ambitieuses et les équipes les plus ambitieuses nous surprennent et gagnent une ambition folle et ont une courbe d'apprentissage folle. Donc, on lance aussi des boîtes de services. Là, on a lancé Ragnar Email, Mmh. qui est une agence d'email et SMS marketing pour les e-commerçants. Donc, qui aide D'accord. les e-commerçants à générer beaucoup plus de revenus grâce à des stratégies email et SMS marketing. Ça marche très bien. Euh, Qu'est-ce que je peux te partager d'autre? Il y a Floof, dont on va lancer la campagne de crowdfunding là dans les prochains jours. Mmh. FLOF. On va lancer une campagne Ulule, et donc il va falloir être intense pendant 30 jours pour la Ouais. réussir. De quel autre? Avec des contreparties à la clé ou vous faites sans contrepartie? Ouais, ouais, avec des contreparties à la clé, tout à fait, tout à fait. D'accord. De quel autre projet je peux te parler? Ouais, on est en train de lancer un projet qui nous excite énormément, qui s'appelle 1001, donc 1001, 1001.co, où en fait on va aider des particuliers ou des gens qui ont envie à créer leurs revenus additionnels et passifs. Hem, En fait, très simplement, nous, ce qu'on sait faire, et ce qu'on a réussi à faire à la chaîne, ce que j'ai plutôt réussi à faire à la chaîne il y a 3-4 ans de ça, c'était de créer des marketplaces de niche qui étaient très fortes en Google SEO. Et pour ça, Mmh. on a créé un template qui fonctionne hyper bien. On a un savoir-faire, on connaît tous les process, on a tout le playbook pour lancer ça. Et en fait, on s'est dit, mais on l'a fait déjà 4 fois. Alors, sur un sujet très événementiel, mais qu'en fait, on pouvait le faire sur tous les secteurs. Et on est Carrément. en fait, on va lancer donc 1001.co, c'est un programme qui va offrir ce template à des particuliers qui veulent lancer leur revenu additionnel passif, leur muse, et on va les accompagner là-dedans. Voilà. Donc en étant comme toi, la marketplace entre l'entreprise et le prestataire qui propose quelque chose, quoi, c'est C'est ça? ça. Soit des marketplaces par niche, par industrie, qui sont très focus Google SEO, soit des médias SEO, donc des médias thématiques sur des sujets, un média D'accord. sur les jeux de société, j'en sais rien, des choses comme ça. Et, Mmh heu, mh. et on s'est rendu compte que ouais, il y avait moyen d'industrialiser ce process-là. La vision derrière ce projet, c'est de se dire, heu, tout le monde peut déjà avoir un revenu additionnel et passif. Il faut juste avoir envie disons, de charbonner et de travailler dur pendant 2 à 3 mois pour créer ces plateformes-là, avec notre template qu'on va fournir et notre savoir et notre playbook. Ça prend à peu près 1 à 2 mois, je pense, pour la lancer. Et qu'en fait, tout le monde peut devenir un apporteur d'affaires. C'est-à-dire que tout le monde peut être une place de marché entre des entreprises et ouais, une niche, un marché, un secteur dans lequel il a un accès ou auquel il est prêt de démarcher des prestataires. Et donc, on va essayer de lancer ça. Là, c'est une idée qui nous excite beaucoup, et auquel on croit énormément, honnêtement. On va bien s'amuser, je pense. D'accord. Et du coup, enfin c'est super intéressant, mais du coup, j'ai une question qui vient, par rapport à plein de secteurs, il y a des choses qui existent déjà. Donc il y aura forcément de la concurrence si on lance, une nouvelle marketplace. Par exemple, je prends, moi, mon domaine, le yoga. Ouais. Une entreprise une marketplace qui met en relation des entreprises et des profs de yoga, ça existe. Si moi je te dis, bon, bah, je veux prendre je veux apprendre et je veux créer ma marketplace sur le yoga, mais j'ai vu que ça existait déjà ailleurs. Est-ce que tu penses que ça peut marcher quand même? Ouais, bien sûr. Bah, en général, même la concurrence, c'est un très bon signal. S'il y a de Mmh. la concurrence, c'est Ça qu'il veut y a dire un que ça fonctionne? Ouais, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a des clients, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, la question est de savoir comment tu le fais différemment, comment tu le fais mieux, comment tu le fais à ta sauce. Mais il y a aucun problème à aller en concurrence frontale, hein. Je sais que les entrepreneurs qui ont une première expérience entrepreneuriale essayent toujours de De se trouver l'idée. ouais, de trouver l'idée ou de se différencier. Maintenant, Mmh.
se différencier pour faire quelque chose qui n'intéresse personne, ça a aucun intérêt. Se différencier sur Exactement. un marché existant avec un produit existant, mais le faire 10 fois mieux ou alors 10 fois différemment, là, il se passe quelque chose d'intéressant. Donc nous, pour le coup, non, non, s'il y a de la concurrence, c'est très bon signe, ouais. Je te pose pas la question pour te piéger, je te pose juste la question parce que justement j'ai envie de démystifier ce fait qu'il faut toujours trouver, l'idée nouvelle et Ah ouais, pas de bien sûr, bien sûr. concurrence et machin, parce que je trouve que c'est intéressant et que justement en tant qu'auto-entrepreneur, ou entrepreneur quand on a envie de lancer sa structure, on se dit toujours: «Non mais attends ça existe déjà, je peux pas lancer ça ou machin». Alors que bien sûr que si, on pourrait justement comme tu l'as dit, en faisant différemment, en proposant, peut-être, un petit outil en plus que l'autre propose pas ou quelque chose comme ça qui fait qu'on se différencie, de sa concurrence. Voilà, Ouais, grave, mais il y a qu'à regarder le marché des téléphones portables. Hem, carrément. Qu'est-ce qui fait que tu choisis plutôt un iPhone d'un Samsung Mmh, ou autre? C'est du pur affect, il y a beaucoup de marketing là-dedans, il y a des mmh, affects produits, et voilà, et personne ne saurait vraiment te dire, en réalité, pourquoi il choisit une marque plutôt qu'un autre. mmh. Très souvent, c'est des sujets marketing, c'est des choses qui nous touchent au profond de nous-mêmes, c'est des affects produits. Donc voilà, il suffit de voilà, si tu veux créer une marque de téléphone demain, franchement, viens nous voir avec plaisir, on sera ravis de t'aider à essayer de faire ça. On essaiera juste de le faire, soit 100 fois mieux que Apple, soit, très différemment. OK. Ouais, c'est vrai que mais du coup, faut être quand même très, très fort, en marketing et tout ça pour pouvoir, vraiment donner envie et être dans l'air du temps, en fait, sur tout ce qui se fait actuellement dans marketing, communication, surtout digital, on va dire. Ouais, ouais, complètement. Et vous, vous fournissez ça du coup, dans ce projet-là, a priori? De Alors ouais, ouais, l'aide? complètement. Nous, on est ouais, ouais, c'est à la fois un accompagnement entrepreneurial, on va aider aussi les gens à être des meilleurs entrepreneurs chaque semaine, à se fixer des objectifs et des objectifs ambitieux. On va les aider à rester focus, on va les aider à élever leur niveau d'ambition, on va les aider à bâtir le produit, à trouver des clients, à faire des sales, à mettre en place les process marketing. Et c'est vrai qu'on a des petites cerises sur le gâteau qu'on propose dans The Secret Company qui sont en fait un tremplin marketing où toute la partie Google SEO, bah, vu que c'est notre cœur de métier qu'on connaît très bien, on va la fournir gratuitement. On a une agence d'automatisation de la prospection sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, tout ça, on va l'offrir gratuitement à nos entrepreneurs. La partie design, on la met également à disposition. Et après, on met vraiment à disposition nos cerveaux, c'est-à-dire notre expérience entrepreneuriale et essayer de bâtir avec eux des marques dont ils sont fiers. Tu vois, la marque Flouf, etc. C'est vraiment, enfin, c'est nos cerveaux qu'on met à disposition. C'est nos cerveaux, notre énergie, notre créativité en réalité. OK. Est-ce que tu peux nous parler, de futurs projets, d'ambition par rapport à The Secret Company ou même toi, en personnel, est-ce que tu as des futurs projets que tu as envie de lancer? Comment tu as envie d'étendre The Secret Company? Est-ce que vous à terme, vous avez envie d'être plus que 5, enfin et cetera, des choses comme ça? Ouais. Ouais, c'est une bonne question. On sera jamais une énorme société. Nous, on n'est pas une société très scalable, on n'est pas une société de produits, on est une société, tu vois, on accompagne des humains avec un accompagnement personnalisé. Mmh. Donc, ça scale pas du tout, c'est pas industrialisable, très peu. On sera jamais une énorme équipe. Maintenant, évidemment qu'on sera plus, j'espère qu'on sera plus que 5 dans un an. Mais là, tu vois, actuellement déjà, lancer 5 sociétés par an, c'est intense. Donc on va Ouais. déjà essayer de rester focus et bon dans notre métier, que les entrepreneurs avec qui on travaille soient heureux, et peut-être évidemment que plus tard, on créera des filiales, je sais pas, il y a plein de choses à inventer autour de Secret Company, mais c'est pas de l'ordre du jour pour l'instant. Ouais, tu pas forcément d'idées concrètes, mais tu sais que Oui, tu as envie d'aller plus loin. honnêtement, j'en ai plein, mais ce serait très bizarre de les partager là. Surtout que le monde, je sais pas, hein, on a vu ce qui s'est passé en 2020, le monde risque de changer grandement en Ouais. 2021. The Secret Company n'aura peut-être pas du tout la même tête en 2022. Ouais, c'est vrai et du coup, les 5 associés de The Secret Company, vous êtes tous, en auto-entrepreneur, pour cette compagnie-là ou vous êtes salariés de The Secret Company? Non, bah, on est tous des associés de la société The Secret Company. Donc on n'est pas Mmh. auto-entrepreneur, tu sais, c'est un statut pour, globalement faire du freelancing ou démarrer. Mmh. Il y a des plafonds. Ouais, Nous, on a une société qui est créée, en Angleterre, et on est tous, partenaires associés de la société, ouais. d'accord. OK. C'est juste pour remettre dans le contexte Ouais, à c'est la ça. fin. Et donc pour tes projets perso, est-ce que tu as d'autres en dehors de The Secret Company, d'autres projets que tu as envie de lancer?
Moi, je fais tout dans The Secret Company. D'accord. Ouais, 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 En c'est un même temps, c'est tellement, large que oui, tu peux tout faire. ouais, 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 mais même ma j'ai plus trop de différence sur ma vie perso et pro, tu vois? Mes amis, en général, je monte des boîtes avec eux dans The Secret Mmh. Company. Je me fais des amis quand je rencontre des entrepreneurs que je connaissais pas et qui deviennent des amis parce que c'est une aventure intense. Hem, je suis pas du tout fermé à monter des boîtes avec, des ex ou même, la femme de ma vie. Non, non, il y a pas trop de différence, vie pro, vie perso et d'un point de vue pro, je fais tout dans The Secret Company. D'accord. OK. Est-ce que tu avais quelque chose, à rajouter? Peut-être une question que j'ai oublié de te poser, un truc que tu avais vraiment envie de préciser là, pour parler d'entrepreneuriat ou voilà? Non, rien de spécial si ce n'est que la vie est courte, croyez en vous, prenez votre risque. En général, prendre des risques, même si ça fait peur, c'est un non-risque. Heu, pour le coup, ouais, ouais, j'ai pas de message particulier à passer aux gens, si ce n'est, à la limite, si vous êtes perdu, envoyez-moi un mail, heu, ou un LinkedIn ou un Instagram, je suis assez facilement Mmh. joignable. C'est blondie avec un y Je vais @thesecretcompany.co. mettre les liens de toute façon dans la description du podcast, comme ça tout le monde, les aura directement. Donc ouais, ouais, non, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Nous, c'est vraiment ce qui nous anime, hein. On fait pas The Secret Company que pour gagner de l'argent, c'est des projets humains, c'est des projets de vie. On aime aider les gens à trouver leur voie et à créer des boîtes dont ils sont fiers. Ouais, croyez en vous surtout en ce moment et Ouais. faites attention aux autres. C'est ce que je voulais dire, surtout en ce moment quand tu dis: «La vie est courte», on a beaucoup appris cette année, donc je pense qu'on a vraiment besoin de se rebooster et de se dire que de toute façon, si on lance pas nos projets maintenant, bah, peut-être qu'on n'osera jamais les lancer, donc faut le faire. Grave, grave, grave. Est-ce que tu as des derniers, conseils, des conseils que tu aimerais, enfin, tu aurais aimé qu'on te donne, quand tu as lancé ta première boîte, par exemple? Des conseils, tu en as donné plein, hein, là, déjà, mais peut-être un conseil vraiment clé qui te marque et que tu as envie de partager? Ouais, alors le 1er, c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup, ces derniers temps, qui s'appelle la vulgarisation scientifique, qui explique que Mmh. certaines personnes, qui se disent experts de sujets, avaient tout intérêt à créer des bastions autour de leurs, connaissances et de la complexifier avec des mots, très complexes, parfois très scientifiques, là où tout est à peu près explicable de façon très simple et je pense que ça pourrait aider tout le monde de s'intéresser à la vulgarisation scientifique parce qu'en fait, une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que tout est assez simple en vrai, enfin, tout est beaucoup plus simple que ce qu'on veut parfois se faire croire à soi-même ou qu'on veut nous faire croire et qu'en fait, il faut juste, oser se lancer et que si demain, vous voulez, lancer une boîte qui crée des fusées, why not? Pourquoi pas essayer, en fait? Je suis persuadé que si tu t'intéresses un peu au cœur du sujet avec des mots simples, créer des fusées, évidemment que c'est complexe, mais c'est peut-être beaucoup moins complexe que ce qu'on imagine. Ça, c'est le premier conseil. Ne vous faites pas impressionner par, heu, par des termes scientifiques complexes, et essayez d'aller au cœur des choses, de voir un peu l'essence des choses. Lisez entre les lignes, en fait. Voilà. Le deuxième conseil, c'est, apprenez à vendre. Là, c'est un podcast en français, donc on est assez mauvais à ce jeu-là en France. On n'est Mmh. pas C'est vrai. très bons vendeurs. Je pense qu'on le devient de plus en plus, notamment grâce aux réseaux sociaux. On a tous Mmh. un peu appris à mieux se vendre sur Instagram, TikTok et cetera. Ouais. Je pense que la nouvelle On a génération. encore du mal. Je pense qu'on a encore du mal parce qu'on a ce blocage de: «J'ai pas confiance en moi, donc les gens, pourquoi ils y croiraient?» et cetera. Ouais, grave. Grave, grave. Mmh. Mais même avec un syndrome de l'imposteur, tu vois? Ouais. C'est assez, commun et normal ce syndrome. Maintenant, la vente, de la même façon que savoir coder, savoir développer, dans un langage, technologique, c'est un vrai art la vente. Mmh. Heu et ça s'apprend, allez sur YouTube, vous tapez, cours de vente, cours de négociation, des choses comme ça. Mangez-vous les 100 premières vidéos. Ça va être long, ça va être difficile, mais je suis sûr que vous pouvez y prendre du plaisir et je vous assure qu'au bout des 100 premières vidéos, vous serez déjà bien meilleur et après c'est de la pratique. Il faut un peu, Mmh. pratiquer à outrance pour, vraiment devenir intime avec le sujet et hem et devenir meilleur. Donc Et se apprenez prendre, avant. pas avoir peur de se prendre des claques aussi et de foirer pour, justement apprendre de ses erreurs et avoir, plus confiance en notre, argumentaire et cetera, quoi. Ouais, ouais, d'autant plus que, tu vois, enfin, là on parle de sujets business.
c'est in fine, pas vraiment prendre de risques. Enfin, il y a des gens quand même qui, tu vois, qui sont au front, il y a des Mmh médecins, mh. il y a des militaires, nous pour le coup, les entrepreneurs, faut arrêter, personne prend de risques, hein. On crée des boîtes, bon si elles marchent pas, c'est pas la fin du monde. Au pire, on aura perdu un peu d'argent, l'argent ça va, ça vient. Donc un J'aime peu bien, cette, philosophie de vie. ouais, bah, écoute, on essaye, et le dernier conseil, ouais, il y a un mec, moi, que je trouve incroyable, dont, personne ne connaît le nom, mais tout le monde connaît sa tête, qui s'appelle, Ubah Butler. D'accord. Si je te le dis comme ça te dira rien, mais si je te raconte son histoire, ça va te parler. Je trouve que ce mec OK. est symptomatique de notre génération, disons les moins de 30 ans, parce qu'il a prouvé qu'on pouvait avoir un impact mondial avec 3 bouts de ficelle depuis, une banlieue grisâtre londonienne. Est-ce que ça te parle, si je te dis qu'en fait, Ubah Butler, c'est un jeune londonien dans une banlieue grisâtre, qui, avait un métier un peu pourri. Il était freelance et son métier, c'était de créer des fausses, reviews sur TripAdvisor pour des restaurants, pour les faire remonter, et il s'est rendu compte un jour que c'était possible de faire remonter artificiellement dans TripAdvisor un restaurant. Il s'est dit que c'était D'accord. très bizarre que ce soit possible, et il s'est dit qu'il allait créer son propre restaurant qui n'existe pas. Et donc dans son jardin, dans sa banlieue, c'était, la banlieue s'appelle Dulwich, et il a créé un restaurant qui s'appelait The Shed at Dulwich, et qui est devenu le restaurant numéro 1 à Londres, juste avec des revues artificielles. Il a eu l'intelligence de se faire suivre, par u un caméraman de Vice Media. L'histoire est devenue, hyper virale forcément, parce que c'était hyper marrant, parce qu'il prenait les photos des menus, c'était genre des omelettes avec un bout de pied, enfin il mettait son pied dans le plat, vraiment c'était n'importe quoi. Le restaurant, a ouvert, ils ont fait un seul couvert, une fois, mais sinon ils étaient harcelés de commandes, et c'est un restaurant qui n'existait pas. Il a réitéré un coup de maître aussi. Il s'est rendu compte que quand il allait faire son marché, le samedi, il y avait toujours un vendeur de fringues, qui était une marque qu'il trouvait très stylée, mais qui est pas connue, qui s'appelle, Giorgio Peviani, un truc comme ça. Giorgio Ouais. Peviani, je crois, ouais. Et il s'est dit, tiens, le nom de Giorgio Peviani, il fait très créateur. Si j'achète des jeans, Giorgio Peviani, que je les découpe avec un style un peu grunge au ciseau, et que derrière je vais à Paris pendant la Fashion Week, je suis persuadé qu'avec un peu de bagou, je vais arriver et pouvoir dire, «Mais attendez, moi je suis Giorgio Peviani, et je vais m'asseoir à côté de Anna Wintour, au défilé, Dior». Et il a réussi. Une nouvelle fois, il a réussi à pranker tout le monde, hein. Et il a fait un dernier coup de maître que je trouve incroyable. C'est que du coup, vu qu'il était connu, les 2 vidéos sont devenues très virales sur les réseaux, et tous les médias du monde entier, CNN, TF1, et cetera, les chaînes, asiatiques aussi voulaient l'interviewer. Lui, il avait pas assez de temps et il pouvait pas se dédoubler. Il s'est dit: «Bon, c'est simple, physiquement, je suis un petit blond, avec vraiment, londonien, qui s'habille tout en noir. Je vais, caster des gens qui me ressemblent. Je vais leur teindre les cheveux en blond, les grimer avec mes habits et les coacher à mon discours, à mon histoire, et je vais les envoyer du coup en visioconférence, puisqu'ils ne voulaient pas se déplacer, sur tous les plateaux télé du monde entier», et c'est passé comme une lettre à la poste. Aucun journaliste n'a aucun journaliste n'a remarqué que, c'était pas Ubah Butler. Et je le trouve symptomatique, parce qu'en fait, il a prouvé qu'avec disons un esprit filou, 3 bouts de ficelle, tu pouvais avoir un impact mondial, et donc il y a pas d'excuse à l'ère d'internet pour notre génération de démarrer quelque chose et de faire quelque chose de grand, si, on a juste vraiment envie de réussir. Mmh mh. C'est vrai. Et donc du coup, ce troisième conseil, c'est ça, c'est, Soyez pirate. on peut être personne, mais on peut devenir quelqu'un. Ouais, grave, et surtout soyez pirate, n'ayez pas peur. La piraterie n'est jamais finie. Soyez filou. Exactement. OK, super. Ça me fait penser à celui qui a lancé, Mom and Fine aussi. Qu'est-ce que Parce c'est qu'au ça? début, il a commencé, c'est un compte Insta, pareil. J'ai écouté il s'est fait interviewer dans un podcast récemment et j'ai écouté le podcast cette semaine justement et en fait, lui, il devait prévenir sa mère qu'il allait bien parce qu'il était en voyage à l'étranger et cetera et il a lancé ce hashtag et ce titre Mom and Fine et donc du coup, c'est devenu complètement viral en très peu de temps. Il a fait une vidéo, il a démarché des entreprises et il leur a dit: «Bah, écoutez, je vais faire une vidéo, vous me payez juste le billet d'avion pour, retourner voir ma mère. Je vais faire une vidéo pour Noël et si j'atteins le
les millions de vues, là, vous me payez, on fait un partenariat et vous mettez mon nom sur votre avion. Et ben, il a fait cette vidéo, l'entreprise le croyait pas qu'il allait atteindre les millions de vues. Et en fait, il a pris, il s'est déguisé en Père Noël, il a donné un cadeau à sa mère. Il a enlevé son habit de Père Noël au moment où elle ouvrait le cadeau et quand elle a levé la tête, elle a vu son fils. Et en fait, sur le cadeau, il y avait juste une carte écrite Mom, I'm fine. Et donc, du coup, il y avait toute la vidéo, il a fait son montage, il a envoyé la vidéo, elle a été vue plus d'1 million de Énorme. fois. Et après, bah, il a réussi à buzzer complètement sur les réseaux. Voilà. Donc, ça me fait un peu penser à ça, quelqu'un qui n'est rien et qui finalement a réussi avec juste un peu d'imagination, de marketing et tout ça à se faire ultra connaître, quoi. Exactement, une belle histoire, exactement. Donc voilà, et surtout jouer avec les émotions. C'est ce que j'ai appris dans cet épisode et ce qu'on conclut aussi de ton histoire avec Oba Butler, puisque finalement il a su jouer avec les émotions et ça a très bien marché. On peut le voir comme ça, effectivement. Mmh. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer cet épisode ou est-ce que c'est bon? Une dédicace, à faire? Non, Je bah, ouais, sais pas. écoute, c'était un plaisir, bon courage pour ton podcast, et si, des auditeurs veulent nous contacter, bah, franchement, on répond à tout le monde, donc mais envoyez-nous un message, assez court, pas de longs pavés, on les lit pas les longs pavés. Honnêtement, un message assez court, qui nous dit, rapidement, qui vous êtes, ce que vous aimeriez faire avec nous ou comment on peut vous aider et en général, on accepte de s'appeler, et là, on pourra plus échanger, autour d'un appel. Super, bah, écoute, c'est fait pour ça le podcast donc super, bah, on mettra tous les contacts, dans le descriptif et puis comme ça j'espère que des gens pourront, vous contacter pour lancer leur boîte avec vous. Cool. Salut Alexandre. Merci, à Salut. bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir. N'hésitez pas à contacter Maxime sur son adresse mail et sur ses réseaux pour en savoir plus sur The Secret Company. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.